Et salut à tous, on se retrouve pour le troisième jour. Vous voyez, grand ciel gris, voilà, déçu. Voilà, on est carrément déçu de cette météo. Heureusement, on a eu du soleil hier et on s'est régalé un petit peu, on en a profité. Peut-être qu'il viendra cet après-midi, je vous montrerai tout ça si jamais il vient. Et nous, on va rattaquer ce troisième jour. Donc, on va essayer d'aller voir un petit peu. Donc, on va passer, on va naviguer entre l'espace pro et l'espace public pour aller voir un petit peu si on arrive à dénicher des petits jeux sympas. Mais tout de suite, je vous propose de commencer dans le vif du sujet parce qu'on va se faire plaisir. On va aller voir Monsieur Guillaume chez Lucky Duck et il va nous présenter un petit peu tous les jeux qui arrivent sur 2026. Allez, on est parti, let's go. Hop, et voilà, j'avais menti, on n'est pas allé directement voir Guillaume de chez Lucky Duck, on a fait un petit tour dans les allées publiques, on avait un petit peu de temps. Voilà, on est passé un petit peu voir Wogamat, Scorpion masqué, et puis deux trois trucs assez sympas qu'on n'avait pas vu. Et là effectivement je me dirige tout droit vers chez Lucky Duck. Donc du coup on se retrouve là-bas pour découvrir un petit peu toutes leurs nouveautés. J'essaie de ne pas rentrer dans les gens, il commence à y avoir pas mal de monde. Allez, à tout de suite chez Lucky Duck. Et bien voilà, on se retrouve devant Oxpire qui est un jeu des studios Lucky Duck Games. Ça arrive en financement participatif au mois d'avril. Financement participatif, c'est un masculin. Le 7 avril, donc on prévoit une sortie en boutique autour de 2027. C'est le vrai financement participatif, hein. Il y a besoin pour pouvoir continuer à. C'est un jeu dans lequel on incarne des constructeurs. On est dans de l'anthropomorphe avec des animaux sous apparence humaine, donc des illustrations qui pourraient vous faire penser à Everdell ou à d'autres, mais effectivement on est dans cette optique visuelle là. La particularité de Oxpire, c'est un jeu, là c'est pas sa particularité, qui est en transformation de ressources. On va récupérer des ressources, elles peuvent se transformer en d'autres, donc du bois flottant qui arrive par la rivière, que l'on transforme en rondins qui vont devenir des planches et ensuite de la pâte à papier, donc du papier pour faire des plans de construction. La particularité, disais-je, c'est vraiment que les cartes sont multi-usages. Je peux les utiliser pour récupérer des ressources, je peux utiliser la carte pour faire des actions, mais je peux aussi utiliser la carte pour la construire et profiter de ses points de victoire et de ses capacités. Il y a également dans ce Oxpire une asymétrie, puisque en début de partie on va recevoir une carte capacité, et cette capacité elle a également un objectif. Si je remplis cet objectif, je vais avoir sa capacité améliorée, et donc cette asymétrie va m'orienter un petit peu dans le cours de ma partie, avec plus d'une centaine de cartes qui sont différentes. C'est quelque chose qui va peut-être vous rappeler également San Juan ou Race for the Galaxy, c'est-à-dire que ce sont des cartes auxquelles il ne faut pas forcément s'attacher. Il y a besoin de les dépenser pour des ressources, il y a besoin de les dépenser pour des actions, et puis il y a celles qui vont venir clôturer votre stratégie pour remporter le plus de points de victoire. Donc vraiment un jeu sur lequel l'aspect construction est à la fois mis par le thème et par la mécanique, et sur lequel les illustrations, on l'espère en tout cas, vont vous embarquer dans cet univers de charpentier, de bois autour de Oxpire. Voilà. Ross, alors en tout cas c'est comme ça que moi je le prononce, Ross. C'est un jeu assez étonnant, c'est un Chip Theory Games. Les illustrations, vous les reconnaîtrez peut-être si vous avez déjà vu du Radlands ou même du Dice Throne, et encore le Dice Throne c'est un petit peu moins marqué, c'est du Mani Tremblay. On est dans de la fantasy fluo, puisque effectivement les couleurs sont extrêmement flashy. C'est un jeu particulier à plus d'un titre. Il est dans la catégorie des jeux d'affrontement. Sur le plateau, qui est un playmat couturé sur les côtés, donc Chip Theory Game, qualité et tout, il va falloir prendre possession en termes de troupes des différentes régions pour récupérer des points de victoire. C'est une course aux points de victoire, donc c'est quelque chose qui va se jouer
dans leur maximum. Donc un jeu d'affrontement extrêmement dynamique, vous allez voir pourquoi dans quelques minutes. Cette course de points de victoire, elle vient donc, comme je vous le disais, sur l'affrontement autour des régions, le fait d'y être majoritaire, mais elle vient aussi grâce à nos factions et nos unités d'élite. Ce sont les dés qui sont représentés sur le tapis. Ces dés ont des valeurs faciales, ce sont uniquement leurs points de vie, mais c'est là encore la qualité, le niveau de qualité d'édition de Chip Theory Games. La particularité du jeu, c'est que chacune des factions est extrêmement asymétrique, puisque les unités ne sont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes capacités, les mêmes coups d'invocation ou les mêmes points de victoire que l'on peut récupérer. Et en plus de ça, cette asymétrie va être renforcée puisque en début de partie, vous allez récupérer parmi les 3 cartes spécifiques à la faction, celle qui va teinter un petit peu, colorer en plus l'asymétrie de votre faction. Donc forcément, une asymétrie qu'il va falloir prendre en compte entre ceux qui se déploient rapidement, ceux qui font très mal, ceux qui vont voler, ceux qui etc. 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 Chacune des factions, bien sûr, a ses petites unités de base et à l'icône, entre guillemets, elles sont toutes sculptées de façon différente. Donc c'est pareil, on est encore dans cette petite qualité. La mécanique centrale qui est à mon sens ce qui lui donne toute sa temporalité et en même temps une interaction très très forte, c'est un draft et ensuite une utilisation de dés d'action. Donc à chaque tour, le premier joueur va lancer 2 fois le nombre de joueurs plus 1 dés d'action. On lance et là la draft commence. Voilà ce qui est possible pendant ce tour-là. Quel est mon intérêt? Qu'est-ce que je dois prendre avant les autres? Est-ce que je vais récupérer de la Cora, c'est la monnaie pour pouvoir invoquer de nouvelles unités d'élite? Est-ce que je vais utiliser du déploiement pour pouvoir me déplacer, aller chercher une région beaucoup plus intéressante en point de victoire? Qu'est-ce que vont faire les autres pour essayer de me contrer? Est-ce qu'ils peuvent m'attaquer? Bref, on draft, on voit ce que font les autres. Deuxième draft, et à ce moment-là, le dernier joueur, celui qui est en dernier, s'il est seul en termes de points de victoire, il prend le surnuméraire en compensation situationnelle. Et ensuite viendra le tour d'action. Qu'est-ce que je fais dans les actions que j'ai sélectionnées? Celle-là en premier, ah non, parce qu'il pourrait me contrer avec celle-là, etc., etc. Donc il y a une énorme source d'interaction. On peut bien évidemment négocier et bien évidemment se trahir. En plus de cette asymétrie qui est à prendre en compte pour analyser correctement les forces et les faiblesses de chacune des unités. Donc vraiment quelque chose qui marche très très bien en termes de dynamisme. La particularité du jeu, et je trouve qu'elle est vraiment notable, c'est que ce jeu d'affrontement peut se transformer en termes de renouvellement ou d'autres sensations, sentiments de jeu, en jeu tous contre quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est pour un tapis, le fait de le retourner pour que ça devienne, il était sur le bon sens, pardon, pour que ça devienne le tapis dans sa forme automa, intelligence artificielle. Et à ce moment-là, on va prendre... Pour chaque faction, il y a 3 cartes particulières qui donnent un comportement, un objectif, une forme de scénario. Voilà comment le grand méchant va se comporter dans cette partie et nous, on va tous jouer contre lui en essayant de contrer ses grands plans machiavéliques. Donc c'est vraiment un petit peu Sauron contre les peuples libres. Donc il y a vraiment un jeu d'affrontement ou un jeu coopératif contre un grand méchant en sachant que pour chaque faction, et il y en a 5 dans la boîte, il y a 3 forme de scénario entre guillemets, donc 15 façons de jouer, chaque faction ayant 3 cartes pouvoir, elle peut être jouée également 3 fois avant de découvrir un peu l'entièreté de la faction, nonobstant le fait qu'en fonction des autres factions, il ne va pas se passer la même chose. Bref, vous l'aurez compris, un jeu qui dans sa dimension matérielle est assez luxueux, le prix est à l'avenant, je préfère être très clair aussi, mais qui offre une proposition de jeu assez étonnante, dynamique, draft de dés d'action, pareil, ça va très très vite avec beaucoup d'interactions. C'est pour nous une petite surprise de cette année 2026 que ce Bros. Et une petite, alors on a cette habitude maintenant de les appeler comme ça, une petite pépite, en tout cas chez nous, ce petit diamant brut qu'est Trinket Trove. Alors a priori, on est en titre de travail, ça sera traduit peut-être par un troc et breloque ou quelque chose comme ça. En tout cas, troc et breloque indique clairement de quoi il s'agit. Nous allons troquer des éléments, on joue des petites souris, Brisby et le secret de Nîmes, les légendes de la garde, Bernard et Bianca, voilà. Bref, on a ces petits héros qui ont ramassé les restes que les humains ont laissé un petit peu tomber, des billes, des bouts de crayon, des capsules de bouteilles, bref. Ce sont ces petites breloques que l'on va troquer. Pour vous donner une petite idée rapide du style de jeu, vous pouvez penser à Fantasy Realms, au sens où les cartes, vous allez faire en sorte qu'elles fonctionnent le mieux possible. C'est un petit peu comme un jeu de collection en fin de partie pour que ça vous rapporte le plus de points de victoire. Sur chaque carte, vous avez un numéro.
Ce numéro, c'est le nombre d'étapes possibles, le nombre de cartes que l'on peut collectionner pour avoir le maximum de points. Ici, 6 cartes. C'est aussi le nombre de cartes qu'il y a dans le paquet de ce type-là. En double, donc des gemmes, il y en a 12 dans le paquet. On va démarrer avec un certain nombre de cartes dans la main. Et puis, on va avoir une rivière de cartes. Rivière de cartes composée de autant de lots d'une carte que le nombre de joueurs. Et pour avoir un timer, on y rajoute une carte pour les 5 ou 6 manches que va durer la partie. Donc la première manche, j'ai mis une carte supplémentaire ici. Et ensuite, chaque joueur va faire une enchère en proposant des cartes à troquer. Si je propose une carte, eh bien effectivement, je me pose dessus en disant « voilà mon enchère ». Si jamais quelqu'un ensuite, dans l'ordre du tour, du premier au dernier, propose une enchère avec une valeur supérieure, alors il prend la place dans la récupération du troc. Si quelqu'un pose 2 cartes, il est automatiquement plus fort que quelqu'un qui propose une carte. 2 objets restent plus intéressants qu'un seul. Donc Bernard et donc Bianca va passer premier joueur. Et puis il est toujours possible de se dire bon bah écoutez, ce qu'il y a ici c'est très intéressant, je vais miser 0, auquel cas je ramasse un petit truc qui traînait dans la cour pour dire que je suis pas venu les mains vides et je suis dernier dans l'enchère. Une fois qu'on a cet ordre là, comme vous pouvez le constater et vous aurez pratiquement les règles du jeu, il y a 1 lot, 2 lots, 3 lots, 4 lots, 5, 6, 7, 8. De fait, il y a automatiquement 2 fois le nombre de joueurs en lot. Donc dans l'ordre, je vais aller récupérer 2 lots. Mais c'est un troc. Je n'ai pas le droit de garder celui que moi j'ai proposé. Donc là, j'ai des gemmes et des gemmes. À mon avis, pour la collection, je passe déjà en 25 points. Ça m'intéresse. Je vais récupérer ces 2 lots pour Bernard. Puis Gouda va prendre les clés parce que ça vaut un petit peu plus. Et les boutons, ah mince, je vais pas laisser les 2 boutons. Non, alors je vais pas laisser les 2 boutons. Hop, 2 récupérations. Le dernier peut éventuellement n'avoir que le sien, tant pis pour lui. Et on repart pour une manche supplémentaire. Donc on va réellement faire ce troc de breloque en jeu, histoire d'améliorer. Là où le jeu semble très familial dans cette partie, les joueurs et joueuses un peu plus aguerris vont commencer, et très rapidement vous vous en rendrez compte, en tout cas c'est ce qu'on voit nous sur le salon ici à Cannes, à regarder ce que collectionnent les autres pour savoir si je lâche quelque chose. Des fois je fais exprès de lâcher quelque chose qui les intéresse pour ne pas qu'ils aillent récupérer autre chose qui moi m'intéresse, en croisant les doigts que notre collection sera plus belle que les leurs en fin de partie. Ça se joue en moins de 30 minutes, là vous avez quasiment l'explication complète pour démarrer à jouer. Ça se joue de 2 jusqu'à 6 joueurs. On s'est dit que c'est une boîte excellente, on emporte ça, apéro ou pas, on emmène ça en vacances et tout. Voilà, on trouve que c'est cette petite pépite, ce petit diamant, que ce trinket trove qui pourrait s'appeler Troc et Breloque. Allez, un petit tour d'horizon autour de cette gamme qui est effectivement une gamme majeure, hein, très importante pour Lucky Duck Games, la gamme Dice Throne. Alors vous le savez, l'équipe Dice Throne, ce n'est pas l'équipe Lucky Duck Games, mais notre partenaire, a fait évoluer le concept puisque les boîtes dual, donc où il y avait 2 personnages, ou les boîtes groupe avec 4 personnages vont arrêter de fonctionner de cette façon-là et on va maintenant aller sur des boîtes solo. Chaque joueur et joueuse pourra choisir le ou les personnages qui l'intéressent. Et dans une année, on aura les 4 qui ont été proposés dans le financement participatif par l'équipe de Dice Throne. Donc là, ce sont les Outcasts. Et le ou les personnages, 2 maximum normalement dans l'année, qui sont réservés pour les réseaux des ludicaires. Là, c'est ce qu'on a donc pour le line-up, on va dire 2026, si ce n'est une possible surprise pour le deuxième qui arriverait à côté. Donc vous allez retrouver à l'intérieur l'équivalent de la moitié d'un dual box, hein, tout ce qu'il faut pour jouer le personnage, y compris bien sûr les dés marbrés comme ceux-ci qui sont les dés de Corbel. Vous allez également retrouver, c'est une spécificité au départ, en tout cas une idée qui a été donnée par l'impulsion de Lucky Duck Games, les cartes promotionnelles, le rangement bien sûr, et donc du coup vous pourrez avoir un personnage complet dans sa boîte. On va être aux alentours de 16,99 €, 17 €, grosso modo, quelque chose comme ça. Ce qu'il faut savoir, par contre, j'en profite aussi pour le dire, c'est qu'il existe pour les aficionados et grands fans de Dice Throne, et on le sait, les boîtes de luxe où on retrouve les composants du personnage, plus d'autres goodies, alors pas forcément non plus automatiquement goodies dans l'aspect accessoire, mais enfin si justement dans l'aspect un peu accessoire pour améliorer le gameplay. Il faut savoir que ce sont des boîtes qui sont
plus cher à produire, sur lequel il y a des quantités minimum et des engagements qui pour nous, Lucky Duck, par rapport à la communauté francophone, ne sont pas automatiquement aussi faciles à assumer. Hein, grosso modo, imaginez-vous qu'on vous dise, bah tiens, les quantités minimum de cette boîte-là, c'est 3000 et nous, on sait que toutes les boîtes que l'on a fait du même type se vendent à même 1000 exemplaires dans l'implantation. Ça veut dire qu'avec votre 2000, vous avez un stock pour éventuellement 2 ans, un stock dormant pour éventuellement 2 ans. Donc, on n'aura pas forcément la possibilité de le proposer ou en tout cas de le proposer en VF. L'avantage, c'est que nous, on continue de suivre la gamme et que le jeu organisé avec donc les kits de tournoi restent complètement valables et sont très très bien joués en France. Donc merci à la communauté des fans de Dice Throne qui jouent derrière. C'est des kits que vous allez pouvoir retrouver sur vos lieux de jeu à partir du moment où vous êtes à peu près 8 joueurs. Vous allez trouver des plateaux alternatifs, des cartes fan art co pour juste éventuellement participer à des tournois une fois par mois et participer au championnat du monde in fine. Voilà, Dice Throne, ça reste un jeu qui fonctionne très très bien, un jeu qui continue d'être une gamme importante pour Lucky Duck. Et je le redis pour ceux qui ne le connaissent pas, vous savez jouer au Yams, vous savez jouer au Yahtzee, vous savez jouer à Dice Throne, peu ou prou. Il ne vous reste plus qu'à apprendre ce que font les cartes capacité. Et en gros, je lance les dés jusqu'à 3 fois, j'essaye de faire des paires, des brelans, des suites pour activer les pouvoirs et les capacités de mon plateau pour défoncer mon adversaire. Voilà, vous savez jouer à Dice Throne, ou presque. Allez, on se retrouve pour les explications dans une autre vidéo. Eh bien, Labyrinthe Carcassonne, c'est un jeu qui va sortir en septembre, qui va être un jeu plutôt familial. On vise du 8+, mais qui va proposer une réflexion un peu plus poussée que le labyrinthe et maintenir un certain public là-dedans. On va avoir nos pions, nos personnages au milieu du labyrinthe en début de partie. Sur notre plateau personnel, on va avoir une tuile de départ, des tuiles personnelles qui vont nous donner des petites quêtes avec des objets à aller chercher dans le labyrinthe. Et comme vous pouvez le voir, toutes les tuiles du labyrinthe vont être des tuiles qu'on va utiliser pour un plateau de Carcassonne personnel. Donc comment ça marche? Pour gagner la partie, il va falloir avoir le plus de points. Les points, on va les calculer en faisant la pile de tous les jetons et les tuiles gagnées en fin de partie. La personne qui aura la pile la plus haute va gagner la partie. Comment ça fonctionne? À son tour, je vais piocher une tuile. Le joueur va piocher cette tuile. Il va essayer d'atteindre son objet en créant un chemin qui lui est plutôt favorable. Il va falloir trouver le petit moyen de le faire parce que c'est pas toujours évident. Si j'y arrive, mettons, là je pousse, je suis le joueur bleu. Imaginons qu'il y a un chemin, j'arrive là, je vais débloquer cette tuile et prendre la tuile du labyrinthe qui a été éjectée. Je vais venir les placer dans le plateau Carcassonne, qui est mon plateau personnel. Essayer de compléter les chemins et ou les villes. Si j'arrive à fermer entièrement une ville ou un chemin, je vais gagner les jetons qui me permettront donc de marquer plus de points. Mais je peux fermer aussi les chemins grâce aux petits bosquets qui les bordent. Ça compte comme ça sert à fermer un segment. Ce qui va vraiment être un petit peu piégeux dans la partie, c'est que je vais regarder quelle tuile j'ai envie de pousser hors du labyrinthe, en plus de regarder le chemin que je vais vouloir créer. Donc il y a cette double chose à avoir en tête quand on joue, pour essayer d'atteindre mes petits objets, mes petites quêtes personnelles. Pour l'instant, le jeu est en prototype, notamment sur les visuels, mais les tuiles seront compatibles avec celles de Carcassonne. Et le jeu viendra avec des petits objectifs à remplir, peut-être des configurations spécifiques à mettre sur le plateau Carcassonne, mais aussi des missions à accomplir dans le labyrinthe.
Je vous ramène avec moi, je sais pas trop où est-ce qu'on va, donc j'essaierai de voir si j'arrive à avoir un petit peu des nouveautés de Shuri Games avec Tatiana un peu plus tard, et en attendant je vous ramène avec moi dans le salon, je vais voir si je trouve 2-3 jeux ou 2-3 images sympas à vous montrer. Allez, on est reparti. Bonjour, je vais vous présenter un petit peu les nouveautés chez Ori Games, ce qui va sortir bientôt et dans un peu plus longtemps. Donc on a Chronologique Babylone 2500, la 3e boîte de Chronologique, avec 15 nouvelles enquêtes dans le futur. Voilà, encore un petit niveau au-dessus en termes de déduction. Maintenant il y a des symboles, bref, vous allez voir ça très très vite puisque ça sort le 13 mars. Voilà. On continue avec une sortie de cet été que vous n'avez pas encore vue puisqu'on la montre tout juste à Cannes pour les professionnels. Donc c'est la Vallée des Tories. C'est un jeu de pose de tuiles dans lequel vous allez essayer de réaliser la meilleure peinture, la plus belle peinture. Vous allez récupérer des tuiles sur ces 2 roues et à chaque fois que vous récupérez une tuile, vous en libérez une autre pour votre adversaire. Tout le jeu, c'est optimiser votre tableau pour réussir les objectifs qui sont les mêmes pour tout le monde, mais faire attention à ce que vous laissez aux autres en prenant vos tuiles. C'est un jeu avec des petits pouvoirs aussi qui vont permettre d'optimiser nos pioches, des objectifs qui se changent et même un plateau qui s'ouvre pour avoir des plateaux alternatifs. Bref, on essaie de penser ça pour un jeu qui dure des années et des années. Voilà, donc ça arrive cet été. La nouvelle extension de Clank Catacombs va arriver aussi, les Enfers. Voilà, très très fun comme thème. On retrouve vraiment le côté très très ludique et second degré de Clank. On va avoir un autre niveau en fait sous les catacombes, les Enfers. Pour pouvoir y arriver, vous allez devoir choper une monnaie spéciale, sinon Hades il vous laisse pas passer. Voilà, il y a un Cerbère aussi qui s'ajoute au dragon, donc encore plus de danger. On va avoir des nouvelles cartes bien sûr, des toboggans qui vous amènent directement dans les Enfers et un tarot divinatoire version Clank, donc avec des effets un peu chaotiques évidemment. Voilà, donc les Enfers ça arrive cet été aussi vers la rentrée. Ça a l'air très 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 fun. Je ne l'ai pas encore testé, je vous avoue que ça me démange. Skyrift, ça va être une sortie de fin d'année, donc octobre pour Essen. On est sur le nouveau jeu de Richard Garfield, un jeu d'affrontement, mais avec des decks préconstruits. Ça, c'est parfait pour les personnes comme moi qui sont incapables de composer un deck correctement, mais qui adorent les jeux à combo. Et donc là, vous avez 2 boîtes qui vont sortir en même temps, 3 factions différentes par boîte. Évidemment, vous pourrez affronter les factions des boîtes les unes avec les autres. Et donc ce jeu, c'est un jeu dans lequel on va s'affronter pour 6 cristaux. À chaque manche, on met un cristal en jeu. C'est un jeu de surenchère. Dès que je dépasse la force de mon adversaire, c'est à lui ou à elle de jouer. Et on va se passer la main comme ça pour essayer de se faire concéder et gérer correctement notre main, puisqu'au début on a 6 cartes, mais après on n'en repioche que 3 par manche. Donc c'est vraiment tout ça, c'est gérer le timing, quand est-ce que je décide de renoncer à un cristal finalement pour pouvoir reprendre la main derrière. Voilà, la phrase « cadre une bataille pour gagner la guerre », c'est vraiment ce jeu-là. Et voilà. Donc les joueurs ou les joueuses de Magic vont adorer, mais vont pouvoir aussi jouer avec d'autres gens qui aiment plutôt le côté duel, affrontement, comme moi qui suis une nouille en TCG par exemple. Voilà. On continue avec une autre création qui va sortir à la rentrée, It's Them All Back to School. Le premier It's Them All est sorti l'année dernière, donc là on est sur une boîte stand-alone, donc indépendante mais qui sera combinable avec l'autre pour utiliser les autres plateaux. On est sur une boîte plus petite, plus condensée, à 35 €. L'idée c'était de recréer une expérience toujours où on est les zombies qui mangent les humains, mais avec encore plus de fun. On a ajouté des effets que vous n'aviez pas dans la première boîte. Donc typiquement, on peut se pousser entre zombies, le truc qu'on voulait faire. Depuis le début, je te vois hocher la tête. Bah oui, on va pouvoir se pousser enfin. Si je suis sur ta case et qu'il me reste une action, je te pousse, clairement. Les humains, ils sont à l'université, puisqu'on est back to school.
ils vont apprendre à nous défoncer de plus en plus à chaque tour. Puisqu'au début, ils commencent avec très peu de compétences, et plus la partie avance, plus ils vont gagner des compétences. Donc là, elle va apprendre à nous tirer dessus, à nous pousser. En tant que zombie, on va aussi pouvoir se cacher. Nouveau pouvoir qui est très très cool. À mon tour, je me cache, donc les humains ne me voient pas. Mais plus tard, je pourrais dire, en fait, j'étais caché, et pouvoir croquer tranquillement. Voilà, on va avoir aussi une rivière qui est réduite pour un temps de partie plus limité. Et les humains vont aussi nous poser des pièges dans la tronche, ce qui est très très drôle puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Dès que j'arrive sur la case, est-ce qu'il y a un piège? Est-ce qu'il n'y a rien derrière? Voilà, ça amène de la tension, encore toujours de l'immersion sur les mouvements des personnages qui vont là escalader des voitures dans le drive-in. Et de l'autre côté, on arrive dans la cour intérieure du campus et on va rentrer dans les salles de classe. Vous pouvez voir sur le dos de boîte. Voilà. Donc si vous aimez le côté Tower Défense, ici on est sur du Tower Attack. Et c'est vraiment, on joue les méchants et on va essayer de manger un maximum d'humains. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous aura plu ce petit tour d'horizon des jeux Ori Games qui arrivent cette année. Bon, moi, je vais pas vous cacher, hein, vous commencez à me connaître. Camp Catacombe, c'est toujours un petit bébé pour moi. Ça a l'air vraiment très très sympa. Je suis assez intrigué par Skyrise parce que je suis un peu comme Tatiana. Moi en fait les TCG ça me tente bien, mais j'ai pas le temps de construire des decks, d'acheter des boosters, c'est relou. Donc un jeu avec des decks préconstruits, franchement pourquoi pas, ça peut être assez cool. Et puis maintenant on va avancer, hein. Je vais essayer de retrouver Guillaume et de continuer un petit peu le tour du salon. Let's go. Et donc voilà, je présente Phoenix. On va en fait réemplumer le Phoenix pour qu'il soit super beau. On a des tuiles en face de nous et on va chercher en fait grâce aux jetons qui donnent l'ordre du tour les parties de plumes pour pouvoir refaire son Phoenix. Et donc nous avons des tuiles qui sont arc-en-ciel qui valent énormément de points. Nous avons des couleurs aussi qui sont propres au Phoenix qui elles vont donner aussi des points, un peu moins, mais on pourra remonter les points grâce aux symboles. Il y a 3 sortes de symboles, des flammes, des lunes, des diamants. Et grâce à ça, en fait, on va pouvoir équilibrer les points pour être le meilleur Phoenix. Les tuiles, en fait, qui sont devant, ce sont des nids. On place simplement son jeton sur un des nids. Donc on a ici, c'est une partie de joueurs. Donc on va pouvoir jouer soit chez son adversaire sur son nid, soit au centre, c'est un nid neutre. Et là, on joue façon claire. Si on joue sur son propre nid, on va jouer façon foncée, ce qui va donner un ordre de tour plus élevé. Donc, quand on récupère les jetons, on sait alors du coup quand on va commencer sa deuxième partie. Alors, je vous présente Archipel, qui est donc notre nouveau jeu, on va dire familial, de construction d'îles. Tout le principe d'Archipel, ça va être de pouvoir construire des îles en posant tout d'abord de la mer, sur lequel on peut trouver des animaux. Sur 2 tuiles de mer, on pourra poser des tuiles de sable. Sur des tuiles de sable, nous pourrons poser des bâtiments. Mais maintenant, ça c'est la construction, c'est la partie facile. Le cœur du jeu va se situer ici.
Quand un joueur va vouloir sélectionner des tuiles, il va les prendre dans une même ligne ou une même colonne, il peut en prendre jusqu'à 3, pour construire son île ou en mettre en réserve sur son ponton. Mais une fois qu'il a pioché ses tuiles dans une ligne, il va utiliser une de ses pagaies pour bloquer la ligne, empêchant les autres joueurs de récupérer les tuiles restantes. Donc durant un tour de jeu, les joueurs vont à leur tour sélectionner des tuiles, poser leur pagaie, sélectionner des tuiles, construire, mettre en réserve et poser leur pagaie. Et admettons que ce joueur-ci récupère ceci et ceci, il commence à construire, il met un peu en réserve, hop là, voilà, petit guilou, et pose sa pagaie. L'autre mécanique du jeu, c'est de se dire qu'à la fin d'un tour, chaque icône que l'on voit apparaître sur son archipel vaut des points qui sont déterminés par ce plateau. Au départ, on va voir, regardez, sur ce plateau, on a le perroquet ne vaut rien, les constructions ne valent rien, les raies manta et les poissons ne valent rien. Pour l'instant, le set de départ a fait que seuls les crabes valant 2 points par fleur valent 2 points, les tortues valent 2 points, les poulpes valent 2 points et les hippocampes valent 2 points parce que les fleurs valent 1 point dans la mer, 2 points dans le sable et 7 points sur la terre. Donc comme je vous ai dit, on a posé nos pagaies pour construire et maintenant le dernier joueur va pouvoir sélectionner une tuile, choisir un des animaux qui se trouve sur cette tuile et augmenter la valeur de cet animal qui du coup marche pour tous les joueurs. Désormais les poulpes dans toutes les archipels valent 3. Le joueur suivant, lui, croit beaucoup au tiki. Il espère pouvoir construire beaucoup de tiki chez lui. Donc prend un des tiki, le pose ici et vient d'augmenter la valeur des tiki dans toutes les îles. Et vous avez compris l'intégralité des mécaniques. À chaque tour, on pioche, on bloque, on construit et on valorise. Misfit Heroes, c'est un jeu assez simple avec une très très bonne rejouabilité. Pourquoi ? Parce que là, c'est vous qui allez créer vos cartes. Pour créer vos cartes, vous allez avoir comme ceci des cartes transparentes qui vont s'associer à un décor. L'association des deux, ça va permettre qu'en fait, vous jouez jamais avec le même jeu. Vous aurez donc des pouvoirs qui sont associés. Donc là, par exemple, si je la joue, c'est si vous avez au moins 30 pièces, alors piochez 4 cartes. Ça va me permettre de renflouer ma main, parce que c'est bien évidemment au tout départ, en fait, on commence avec une main et on va construire notre tableau. Donc, on commence toujours en bas à gauche. Pour poser une carte et donc l'activer, activer son pouvoir dans mon jeu, je vais payer son coût. Donc 2 et 3, donc je vais payer 5 pièces, tout simplement. Et dans ces cas-là, j'applique le pouvoir. On verra que c'est un jeu totalement barré. Vraiment, on est dans le monde d'Absurdia totalement.
Par exemple, on aura des licornes sanguinaires. On va également avoir des top modèles voleurs, etc., etc. Vraiment, c'est un petit peu un jeu loufoque, mais qui fonctionne plutôt bien. On va avoir différentes manières en fait de scorer. On va, grâce à des cartes, récupérer des ressources qu'on voit juste ici. Donc on a de l'eau, des montagnes et des fleurs et des feuilles. Et on va également avoir de la fame. Tout simplement, la fame, grâce à nos ressources, on va pouvoir payer, échanger nos ressources contre une fame. Et ça va nous rapporter plus ou moins de points en fonction de quand on a été la chercher. Si on est le premier, bien évidemment, on aura le plus élevé. Il y a également d'autres façons de marquer des points. On va également voir juste ici, par exemple, que si et seulement si j'ai des monstres à côté de cette carte, je vais marquer cette carte fois le nombre de cartes dans mon jeu juste à côté qui représentent des monstres. Les monstres, c'est quoi? C'est les personnages rouges, tout simplement. Dans Acropolis, on connaît tous, j'ai pas besoin de revenir sur les règles, mais on est sur du compétitif. Là, Jules Messot, il nous a sorti quelque chose de ouf. Il nous a sorti une extension qu'on n'a jamais vue. Tout simplement, on passe du compétitif à du coopératif. Une extension coopérative, mais vraiment, c'est bien fait. Donc on va avoir des tuiles différentes. On va avoir des nouvelles choses. Ici, par exemple, vous avez ces nouvelles cartes. On joue également avec le jeu de base, bien évidemment. On va avoir des petits hôtels AUTEL. On va également avoir des missions, etc., etc. Mais comment ça se joue? C'est ça qu'on se pose la plus grosse de nos questions. Au tout début, on va commencer par choisir une cité. Sur ces cités, comme vous voyez, vous allez avoir des objectifs de points. Vous allez également avoir des contraintes. Donc au fur et à mesure de votre niveau, vous pourrez choisir d'autres cités, tout simplement. On va jouer sur deux cités en tout. Vous allez avoir une cité centrale qui va vous permettre de scorer. Donc c'est là où le collaboratif prend tout son sens. On va également avoir une cité à nous. Donc là, on va jouer plutôt des missions. Là où dans Acropolis, on avait une rivière, on va avoir une main, tout simplement. Donc on aura une main de 3 tuiles pour lesquelles on étoffera à chaque fois. Il faut toujours qu'on ait 3 tuiles en main. Jusqu'à la fin, la partie se termine justement quand on n'a plus de pioches. Si je joue dans ma ville, je vais me référer aux missions déjà en place. Donc là, il y a 3 missions. Il y aura toujours 3 missions. Et tout simplement, là, je vois que par exemple, il faut que je place une tuile bleue, un quartier, à côté de 4 adjacents. Donc là, par exemple, si je posais un nouveau quartier, je réaliserai l'objectif. Pour réaliser l'objectif, il faut bien évidemment que j'ai une place directement dans ma cité centrale. Là, par exemple, on voit que j'ai une place, alors je peux poser mon hôtel, ce qui va me permettre de scorer 2 fois plus, tout simplement. Alors, dans le jeu Médiévalon, c'est tout simple. On va avoir une main de 6 cartes en tout début de partie, et on va jouer tour à tour sur ce jeu. Le but de Médiévalon, c'est de construire 3 guildes. Mais une guilde, c'est quoi? C'est un assortiment de 3 personnages comme ceci. Donc là, par exemple, on a la guilde des marchands. Si j'en pose 3, je vais pouvoir jouer leur rôle, leur pouvoir. Donc là, par exemple, ça va être échanger 2 cartes avec une autre personne. Donc par exemple, je te choisis toi, et puis on va échanger 2 cartes. Ça va permettre d'avoir une nouvelle main. Ici, par exemple, on voit que j'ai joué un bouffon. Le bouffon, il va juste, c'est un joker. Il me permet de compléter ma guilde. Donc tour à tour, on va également pouvoir jouer au centre comme ceci. Donc là, par exemple, je joue le pouvoir, les 2 personnes suivantes vous donnent une carte, donc c'est la guilde des nobles, où je vais, par exemple, jouer la guilde des assassins. La guilde des assassins, elle est intéressante parce qu'elle va pouvoir me permettre de casser une guilde, tout simplement. Et s'il n'y a plus que 2 cartes ici, vous les reprenez. Ainsi de suite. Et à chaque tour, bien évidemment, je pioche parce que sinon... on n'aura plus assez de cartes avant la fin, tout simplement. Ce Médiévalon, c'est simple, c'est rapide, ça sort au mois de mai. Alors, Ipso, donc là c'est le futur jeu de la gamme Bizo qui arrive au mois de juin. Dans ce jeu,
tout simplement, vous allez avoir comme ceci une pyramide de 14 cartes. Dans ces 14 cartes, là, on est déjà sur une quasi fin de partie. On est même sur une fin de partie. Tout simplement, à mon tour de jeu, en fait, je vais révéler une carte. Quand je révèle cette carte, je vais devoir l'échanger avec des cartes qui sont au centre de la table, qui sont accessibles à tous les joueurs. Bien évidemment, on les partage. Et je vais jouer comme ceci, juste ici, ma carte. À la toute fin, j'ai révélé toutes mes cartes et je vais devoir faire mon décompte final. Je vais donc calculer mes points. Pour calculer les points, on va prendre en compte simplement les colonnes les lignes qui sont croissantes. Là, par exemple, ma colonne de vert est croissante. Celle-ci, comme vous le verrez, n'est pas croissante du tout. Et ici, elle est croissante aussi, mais pas les mêmes couleurs. Là où c'est important, c'est qu'il faut savoir qu'on va marquer 2 fois plus de points sur les lignes qui sont de la même couleur. Donc là, par exemple, la verte, je vais mettre 10 points en tout. Sachant qu'en plus, j'ai des étoiles. Ces étoiles vont me rapporter des points supplémentaires, donc là, je serai à 14 points. En revanche, sur les lignes qui sont croissantes, mais qui n'ont pas justement respecté les couleurs, je vais avoir seulement 3 points, ici. J'ai également un joker qui va me valoir 3 points en fin de partie, ou sinon, je vais pouvoir l'échanger contre une carte que j'ai mal jouée auparavant. Si par exemple, là, j'avais décidé de le jouer, j'aurais changé mon 26. Je vais l'échanger par exemple contre une carte de la pioche qui tout double. Je ne sais pas laquelle sur laquelle je vais tomber. Et c'est celui qui a le plus de points qui gagne à la fin. Ok, donc Soupçon, ça va être un jeu d'échange de cartes, de mensonges, de bluff, qui va se jouer par équipe. Votre équipe va être décidée par les cartes que vous avez en main. Est-ce que tu peux présenter les cartes? Si jamais vous avez un serpent dans votre main, vas-y, défile. Si jamais vous avez un serpent dans votre main, vous serez dans l'équipe serpent. Si vous n'en avez pas, vous serez dans l'équipe non serpent. Étant donné que c'est un jeu d'échange de cartes, les équipes vont changer au fur et à mesure de la partie. L'objectif des serpents, ça va être de défausser toutes les cartes du milieu de la table sauf une et qu'elles restent sur son côté nuit. Les cartes ont deux côtés, jour et nuit. L'objectif des personnes qui n'ont pas de serpent dans leur jeu, ça va être que toutes les cartes qui restent au milieu de la table, quel que soit leur nombre, soient toutes côté jour. Pour interagir avec les cartes du milieu, vous allez à tout moment avoir 2 cartes en main. Est-ce que tu peux distribuer 2 cartes à tout le monde pour faire un exemple face cachée? Il y aura toujours une personne qui aura 3 cartes en main et ce sera toujours à cette personne de jouer. Tiens, prends la 3e carte. La personne qui a 3 cartes va pouvoir proposer une de ces cartes à un des autres joueurs qui n'a pas reçu de carte à ce tour-là. Ça, c'est symbolisé par les portes que vous voyez devant vous. Si elles sont ouvertes, ça veut dire que vous n'avez pas reçu de carte. Une fois que vous recevez une carte, vous la retournez. C'est formidable. Et quand elle est retournée, ça veut dire que vous avez déjà reçu une carte à ce tour-là et que vous ne pouvez pas en recevoir tant que personne n'en a reçu. Tant que tout le monde en a reçu une. Donc tu as 3 cartes en main, ça va être à toi de jouer. Vous pouvez regarder vos cartes. Si vous avez un serpent, vous êtes pour l'instant dans l'équipe serpent. Si vous n'en avez pas, vous êtes dans l'équipe pas serpent. Et vu qu'il y a 2 serpents, potentiellement quelqu'un a les 2 serpents au début. Tu as 3 cartes, tu vas pouvoir proposer une de tes cartes à un autre joueur. Pour ça, tu la mets face cachée devant lui en lui annonçant ce que tu lui donnes. Tu as évidemment le droit de mentir. Fais un exemple au hasard pour donner. Quand on te propose un 3, tu as le droit d'accepter ou de refuser la carte. Est-ce que pour l'exemple, tu peux refuser la carte s'il te plaît? Donc on laisse la carte sur la table et maintenant tu dois proposer une des 2 cartes qu'il te reste en main. De la même façon. Voilà. Donc là il a refusé ta 2e carte. Ce qui veut dire qu'il sera obligé d'accepter ta 3e carte. Donc là tu refais le même principe. Je te propose ça mais là tu es obligé d'accepter. Et tu peux lui rendre les 2 cartes que tu as refusées. Maintenant, en fonction de la carte que tu as reçue, c'est à ce moment-là que vous allez interagir avec les cartes au milieu. Ce moment-là, c'est le moment où vous allez devoir être honnête et vous ne pouvez pas mentir ou bluffer. Si la carte que tu as reçue est un numéro, si le numéro est sur la phase nuit, tu vas le passer sur la phase jour. Est-ce que tu peux nous dire si ta carte est un numéro? Sans la révéler aux autres, mais pour l'exemple, il n'y a vraiment aucun problème. C'est un numéro, donc tu vas retourner le numéro 8. Vous savez déjà que la carte qu'elle a annoncée c'était un 1, donc elle a menti. Si la carte avait déjà été sur le côté jour, c'est-à-dire qu'elle avait déjà été échangée une fois, la carte serait défaussée. C'est comme ça qu'on enlève les cartes du jeu, et c'est ce que vont chercher à faire les gens qui ont des serpents pour ne plus avoir qu'une seule carte en jeu à la fin. Je vous rappelle du coup les objectifs de fin de partie. Les non-serpents veulent que toutes les cartes qui restent au milieu soient sur leur côté jour, et qu'il ne reste plus que du jour au milieu. Les serpents veulent qu'il ne reste plus qu'une seule carte, et qu'elle soit encore côté nuit, donc elle n'ait jamais été échangée pendant la partie.
Vu que tu as reçu une carte, tu vas fermer ta porte, vu que tu as déjà reçu. C'est maintenant toi qui as 3 cartes, tu consultes tes 3 cartes et tu proposes à quelqu'un d'autre une de tes 3 cartes de la même façon que ce qu'elle a fait juste avant. Oui, elle est dans ta main, ça fait partie de ta main maintenant. Voilà. Mais on la connaît pas. Si, parce qu'il aura retourné la carte. Donc voilà. Par contre, tu la révèles pas, mais l'action que tu fais va donner des indications. Si c'est un numéro, vous saurez exactement quelle carte c'est. Voilà. Et toutes les cartes sont uniques. Donc si quelqu'un vous propose la carte 8 et que c'est vous qui l'avez, vous savez qu'il y a un problème quelque part. Si jamais la carte que vous recevez n'est pas un numéro, donc une carte serpent, il y a aussi une carte 0 qui n'est pas au milieu, ou une carte qui a déjà été défaussée. Dans ce cas-là, vous dites simplement il ne se passe rien. Ce qui laisse planer un peu de doute sur la carte que vous avez réellement reçue. Au premier tour, ça veut forcément dire du coup que vous avez eu soit le 0, soit un des 2 serpents. On fait ça jusqu'à ce que tout le monde ait fermé sa porte. Quand tous les joueurs ont fermé la porte, donc c'est-à-dire que tout le monde a reçu une carte au premier tour, vous allez pouvoir rouvrir toutes vos portes et enchaîner avec un nouveau tour. À partir de 5 joueurs, et donc vous êtes 5 et vous allez le faire. Pour un mécanisme d'équilibrage du jeu et pour l'accélérer, vous allez défausser la carte face jour la plus faible qu'il y a au milieu de la... Par exemple, si vous finissez le tour, que tout le monde a reçu une carte et que c'est comme ça, la carte 2 va être défaussée et vous allez entamer un nouveau tour. Vous allez tourner à l'infini comme ça, jusqu'à ce que une des 2 conditions de victoire soit atteinte. N'oubliez pas que les équipes vont changer au fur et à mesure de la partie en fonction des cartes que vous avez en main, et que les cartes que vous avez en main au début ne vont pas valoir pour toute la partie. Vous pouvez très bien commencer serpent et terminer non serpent. Si jamais vous êtes serpent et que vous voyez que ça commence à révéler beaucoup et que vous êtes en mauvaise posture, c'est le moment d'essayer de se débarrasser de vos serpents. Mais si vous avez un comportement de serpent depuis le début, les gens vont s'en douter et vont vouloir refuser vos cartes. C'est à vous de savoir si vous proposez un premier, un deuxième ou un troisième votre serpent. Donc la première extension de courtisan, elle va s'appeler diplomate et confident. Elle rajoute 2 rôles, les diplomates et les confidents, et 3 cartes par famille, puisqu'il y aura 2 diplomates et 1 confident pour chaque famille. Les diplomates, avec leur petite bourse, vous pouvez les jouer, quand vous les jouez chez vos adversaires ou à la table, vous pouvez voler une carte de cette zone et l'amener chez vous. Ça vous permet de déplacer un petit peu des cartes. Les confidents, hop, eux quand vous les jouez dans une zone, vous pouvez immédiatement rejouer une carte de votre main dans la même zone. Donc vous allez pouvoir jouer 2 cartes dans une zone au lieu d'une habituellement. Cette extension, elle apporte aussi 2 nouveautés. La première, c'est que comme on a des nouvelles cartes, comme on a plus de cartes, on peut jouer jusqu'à 6. Pour les gens qui aiment quand c'est un petit peu le bazar autour de la table, ça peut être sympa. Et elle apporte un nouveau mode qui, en vrai, est déjà jouable avec que le jeu de base. C'est un mode par équipe de 2. Donc en 2 contre 2 ou en 2 contre 2 contre 2 quand on joue à 6 avec l'extension. Les règles sont exactement les mêmes, mais le score d'une équipe est égal au score le plus faible des 2 joueurs de la même équipe. Ça veut dire que on va souvent aller s'acharner sur un des 2 joueurs de l'équipe, mais l'autre, son coéquipier, va pouvoir venir aider ou attaquer d'autres équipes. Ça colle parfaitement à l'ambiance du jeu, à ce côté un petit peu intrigue, complot, manigance, et c'est très fun à jouer. Fin août va sortir Flip 7 Vengeance. Là je vous montre la version américaine. La version française elle sera dans une boîte cloche comme le Flip 7. C'est une version de Flip 7 méchante, mais vraiment très méchante. Déjà, il n'y a plus de seconde chance. Plus possible d'échapper à la sentence. Pour compenser, il y a des 13. Ça veut dire que c'est un peu plus facile de faire des 10, 11, 12. Et les 13 sont tentants. Surtout que parmi ces 13, il y a un 13 porte-bonheur. Ce 13 porte-bonheur, on peut l'avoir avec un autre 13. Mais par contre, si on a 3 13, on saute. A l'inverse, il y a un 7 porte-malheur. Lui, quand on le récupère, on défausse toutes les cartes qu'on avait accumulées jusque-là. Pas de bol. Le 0 dans cette version, il est un petit peu différent que le 0 dans Flip 7. Quand vous l'avez devant vous, vous faites 0 points. Sauf si vous faites un Flip 7. Vous n'avez pas le choix. Il n'y a plus de bonus non plus, puisque c'est un jeu méchant, on a dit. Donc il y a des malus. Ces malus, quand vous les piochez, quand on vous les donne, vous les donnez à quelqu'un.
vous n'allez pas vous les garder, c'est méchant. On va se faire des crasses. S'il n'y a plus de bonus, il n'y a plus de x2 non plus. Ça se passe de commentaires. Les cartes actions ont aussi été un peu revues. Pourquoi faire un 3 à la suite quand on peut faire un 4 à la suite? Encore plus dangereux. Mais et puis en fait, ensuite il y a la petite trilogie de cartes qui va permettre d'interagir un peu encore plus avec ses voisins. Une carte qui permet de défausser des cartes, soit une carte forte chez un adversaire, soit une mauvaise carte comme un 0 chez soi. On peut aller voler une carte chez un adversaire et, ma petite préférée, on peut échanger 2 cartes, y compris entre 2 personnes qui ont des cartes identiques pour les faire sauter les 2. Pas très sympa. Mais au-delà de ces nouvelles cartes, il y a surtout une règle qui fait que Flip 7 Vengeance est très méchant. Cette règle, c'est que toutes ces petites cartes, ces petites joyeusetés, vous pouvez les donner aux adversaires même s'ils ont passé. Donc quelqu'un qui se croit tranquille, qui vient d'accumuler 45 points et qui se dit « moi je suis raisonnable, je m'arrête là », vous pouvez lui donner un divisé par 2, vous pouvez lui donner un 4 à la suite pour qu'il repioche 4 cartes, et lui il peut rien faire puisqu'il a passé. Donc préparez-vous à perdre quelques amis. Et voilà, ça y est, fin du 3e jour, on arrive sur la fin du salon pour nous. J'espère que ça vous aura plu de nous suivre pendant ces 3 jours et que vous aurez découvert plein de jeux sympas. J'ai passé un très bon moment et du coup je vais vous demander, tiens Cléa, est-ce que toi tu as passé un super fige et quel est le jeu qui a retenu ton attention? Franchement, j'ai passé un super fige, après il reste demain matin, donc c'est pas fini. Demain ça va être un petit peu plus détente, on va en découvrir plein d'autres. Du coup, pour l'instant, je dirais que c'est Bella Vista qui a retenu mon attention. La boîte elle est incroyable, le matos il a l'air fou et puis la mécanique est sympa. Après franchement c'est choisir alors qu'il y en a plein d'autres qui sont trop cool, donc bon voilà, il faut en choisir un, mais il y en a plein d'autres des super. Ok, super, merci. Je sais pas pourquoi je suis en train de faire ce plan là où je suis en train de faire une crampe au bras, mais c'est pas grave, on va dire que c'est les aléas du direct. Et toi Guillaume, comment se passe ton fige? Super fige, beaucoup de rencontres, très sympa, plein de jeux agréables aussi à voir. On n'a pas beaucoup joué, on n'est pas là pour ça. Mon jeu préféré, de ce qu'on a joué, j'ai adoré Soupçon, pour le côté bluff, trahison, c'est exactement ce que j'aime avoir autour d'une table. C'est vrai que Guillaume est un traître. Moi le jeu qui a bien rendu mon attention c'est God 5 de chez Blue Orange. Johan Level vous l'a présenté. Sinon chez Lucky Duck, Oxpire m'a beaucoup intrigué. Donc voilà, on va voir comment ça sort. En attendant, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ciao tout le monde, à plus.